L'autre déficience structurelle que nous avons, et ça, je savais, on sait tous, n'importe qui dans cette salle serait capable de dire, on a un sérieux problème d'informel. Mais très franchement, je n'en mesurais pas personnellement l'importance jusqu'à récemment, lorsque j'ai vu deux études, alors toujours une étude du FMI. Le FMI a publié un rapport qui n'est pas spécifique au Maroc, un rapport qui, en fait, essayait d'évaluer les coûts du printemps arabe sur les économies de la région. Et dans ce rapport-là, ils ont divisé le monde arabe en deux grands groupes, le groupe exportateur de pétrole et le groupe importateur de pétrole. Et donc sur la partie groupe importateur de pétrole, évidemment le marocain, ils ont, parmi les éléments qu'ils ont étudiés, c'est le secteur informel. Et là, on découvre que dans l'échantillon qu'ils ont utilisé, qui était un échantillon mondial, parce que nous étions dans cet échantillon, donc je ne suis pas sûr que ce placement-là soit applicable au monde entier, à cet échantillon seulement. Le Maroc est le pays qui a la proportion de ses économies la plus importante dans l'informel. Et nous sommes au-delà des 40%. Plus de 40% de nos économies est dans l'informel. Mais ce n'est pas tout. Le Forum économique mondial, Davos, qui publie chaque année un rapport qui est très respecté, qui s'appelle le rapport de la compétitivité dans le monde, avec des sous-rapports régionaux, donc un rapport sur les économies arabes. Donc, la dernière édition de ce rapport sur la compétitivité dans le monde arabe, on parle aussi de l'informel. Et là, il y a un chiffre qui est encore plus problématique par rapport à l'informel, c'est que, je ne sais pas si c'est un chiffre qui était connu pour moi, il était nouveau, c'est que 70%, plus des 2/3, des emplois au Maroc hors agriculture sont dans l'informel. Plus de 2 travailleurs sur 3 qui ne sont pas dans l'agriculture sont dans l'informel. Et quand on parle d'agriculture, d'ailleurs les économistes marocains, c'est l'un de leurs problèmes avec le mode de production des statistiques au Maroc, surtout quand on parle du chômage, c'est la façon de collecter les données du chômage dans le monde agricole. Quand quelqu'un a un emploi de terre et qu'il a 5 enfants, on considère que ces 5 enfants travaillent dans son emploi de terre et qu'ils ne sont pas à la recherche d'un travail. Mais déjà, les 2/3 plus de 2 travailleurs sur 3 au Maroc opèrent dans l'informel. Et ça veut dire quoi opérer dans l'informel? Alors j'entends bien, il y a un argument sur l'informel étant une espèce de passage obligé dans le cadre d'une modernisation de l'économie. Et on vous cite souvent le cas de l'Italie par exemple. L'Italie est connue pour ça, l'Italie a eu de sérieux problèmes d'informel, ils en ont toujours, mais à un moment c'est revenu, aujourd'hui on en parle plus, même la Grèce, avec cette histoire de ne pas payer d'impôts, etc., c'est quelque chose qui est revenu à l'actualité, mais l'un des processus illustratifs de la modernisation d'une économie, c'est la sortie de l'informel vers le formel, mais vous commencez dans l'idée étant que finalement même l'idée qu'il y ait de l'informel c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a de l'entrepreneuriat dans notre pays. Les gens travaillent. Bon, les limites de ce raisonnement, c'est qu'en fait, d'abord, il n'est pas dit qu'il y ait un transfert de l'informel vers le formel au Maroc. Je n'ai pas vu d'étude qui le démontre. Et deuxièmement, l'informel veut dire la précarité. L'informel veut dire ne pas être protégé par l'État. C'est ça ce que veut dire l'informel veut dire des emplois de seconde catégorie. Et donc, lorsqu'on voit des chiffres de chômage au Maroc, qui ne permettent pas de passer des choses, il faut faire très attention. Lorsqu'on parle de 9%, il faut bien comprendre que les 91% dans quelles conditions exactement? Parce que ça peut être, c'est un phénomène qui est très largement cité quand on parle des États-Unis, de l'économie, vous avez toujours cette dichotomie entre le modèle économique et social européen, le modèle économique et social anglo-saxon et américain en particulier. C'est que oui, c'est vrai, traditionnellement, vous avez des niveaux de chômage qui sont beaucoup plus bas dans le monde anglo-saxon, mais la question est quel type de travail, quelle est la qualité de ce travail? Et que le contrat social en Europe continentale, dans les pays scandinaves en particulier, c'est de dire, bon, il y a une redistribution qui est plus importante, mais le bénéfice qu'on tire de la société, c'est que vous avez une classe moyenne qui est plus importante, vous avez peut-être moins de riches, mais vous avez aussi beaucoup moins de pauvres, du fait justement de l'existence d'un type d'emploi qui est un type d'emploi beaucoup plus sécurisant, impunément avoir les 2/3 de votre emploi qui est délinquant, ou là 40% de votre PNB qui est délinquant. C'est un problème. Alors là où il y a le lien institutionnel, c'est que l'informel a comme corollaire direct la corruption.
Et je vais vous donner un exemple pratique très simple. Lorsque vous allez à Derbref, à Casablanca, ou j'imagine que ça existe là aussi, les gens qui vendent des DVD dans le policier, il est à côté, hein, il est à 30 mètres, il lui dit rien. Le type qui vend les DVD, peut-être qu'il se fait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 10 000 dirhams, 5 000 dirhams, 10 000 dirhams par mois. Le policier qui est en charge de l'application de la loi, lui, il se fait peut-être 2500 dirhams ou 3000 dirhams. Quand il vient demander de la corruption, il demande sa part de la rente. C'est ça ce qu'il demande. Il demande sa part de la rente. Il y a une rente qui est créée du fait de il demande sa part de la rente. Donc, quelle que soit l'éthique, quelles que soient les qualités humaines et morales de vos dirigeants, la question n'est même pas là. On n'en est pas là encore. Lorsque vous acceptez l'informel, vous acceptez la corruption. C'est un corollaire direct. Or, dans ce pays, nous l'avons accepté. Autre anecdote, Driss Ben Yima, qui est à la tête de la rente, à un moment était wali de Casablanca. Je ne sais pas si vous savez pour quelle raison il a été viré. Du jour au lendemain, il a voulu rationaliser le farrachage. Il a voulu leur mettre des matricules, etc. Pourquoi? Parce que c'est devenu un risque sécuritaire. Parce que c'est devenu un risque sécuritaire. Parce que si jamais vous vous amusez à toucher à ces équilibres qui sont déséquilibrés, parce que c'est quoi l'informel? C'est votre société qui s'adapte à une situation. Les gens, il faut bien qu'ils vivent. Vous ne pouvez pas venir et dire non, d'abord c'est la loi, tout de suite, maintenant, vous machin, etc. C'est un problème. Et c'est un problème, je le dis d'autant plus qu'à ce stade-là, ce n'est pas une question de démocratie, pas de démocratie. C'est-à-dire que même si on était dans un système demain, on se réveille le matin, nous avons une démocratie à la Westminster, Thomas Jefferson, de la Constitution, il y aura toujours ce problème. Comment on passe d'une économie où l'informel est tellement important vers une économie qui est plus formelle, donc qui est plus égalitaire, donc plus équitable, au fond, sans trop de casse sociale. Et c'est un vrai problème aujourd'hui auquel il va falloir réfléchir très sérieusement et qui, à mon avis, est une faiblesse structurelle très importante de notre économie. J'étais dans un débat il n'y a pas très longtemps. Vous me dites. Vous en avez pour 10 minutes. 15 minutes, d'accord. J'étais dans un débat récemment, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, à Rabat, et il y avait avec moi Sil Ainaoui, qui est le directeur du département des études de la Banque centrale du Maroc. Et il a commencé par dire, en parlant des années 90, il a dit c'est nickel. Alors, évidemment, en comparaison avec les années 2000. Et effectivement, lorsque vous faites une opération comptable simple, lorsque vous regardez, vous étudiez les chiffres dans l'absolu de la croissance, vous vous rendez compte d'une chose qui est très simple, c'est que si ma mémoire est bonne, nous avons fait en moyenne de croissance dans les années 90, nous étions à 2,9, si ma mémoire est bonne, et dans les années 2000, je crois qu'on est à 4,5, on est autour de 4,5. Et effectivement, quand vous comparez 2,9 à 4,5, effectivement, vous pouvez considérer que les années 90, pour dire le moins, étaient une décennie problématique sur le plan économique. Alors, pour faire un peu de provocation, quand j'ai pris la parole, j'ai dit pour moi, les années perdues, c'est les années 2000. Et mon argument, et je dis bien de la provocation, c'est-à-dire que je caricature un peu, les choses sont plus compliquées que cela, mais permettez-moi de vous dire pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Parce qu'en réalité, faire une comparaison directe entre les taux de croissance n'est pas suffisant. Parce que quel est le but ici? C'est d'évaluer des gouvernances, des modes de gouvernance. Et c'est un débat aujourd'hui dont on ne peut pas faire l'économie. Parce que là, on ne vit pas dans une bulle ici où il ne se passe rien et nous on est en dehors de ce qui est dans notre environnement. Et aujourd'hui, un vrai débat qui a préexisté le printemps avant. Moi, je suis toujours très surpris et déçu de voir que des gens ont l'impression que les débats sur la Constitution ont commencé avec une poésie. Relisez le Tihad Sharif de des années 90, vous serez très étonnés. Du début des années 90. Et je suis sûr, même avant, on en parlait, il s'agit aujourd'hui de déterminer, de répondre à une question. Est-ce que, si nous sommes tous, ce que je crois être le cas, des gens qui voulons que notre pays prospère, qui voulons que les Marocains vivent dans la dignité, soient capables d'offrir à leurs enfants une éducation qui leur permette de réaliser leurs rêves, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je suis désolé, ça peut pas être romantique, mais nous avons des aspirations en tant qu'individus que nous voulons réaliser et nous épanouir. Si nous voulons ça, et je pense que tout le monde veut ça, quelque part, mais je ne jette la pierre à personne. La question qu'on se pose, c'est comment y arriver. Comment y arriver? C'est vrai, il faut de la croissance économique, il faut aussi de la redistribution, mais il faut aussi un système institutionnel qui le permette de façon optimale. Et la question qui se pose aujourd'hui, qui a été un débat pendant très longtemps, qui ne l'est plus aujourd'hui,
mais qui malheureusement, nous sommes en retard au Maroc, qu'il est toujours commun, qui est celui de dire, puisque nous voulons une meilleure croissance, une meilleure redistribution, déjà on a fait un pas, on a dit qu'il faut de la bonne gouvernance, c'est-à-dire combattre la corruption, déjà c'est bien, la bonne gouvernance. Maintenant la question est comment atteindre la bonne gouvernance? Est-ce que la bonne gouvernance, on peut l'atteindre comme cela a été d'ailleurs défendu même par des grands professeurs, des grands penseurs, etc. à une certaine époque? Est-ce qu'il nous faut de l'autoritarisme? Et l'autoritarisme a longtemps été justifié par sa supériorité dans la production de la croissance économique. Pourquoi? Le raisonnement, d'ailleurs, est né de quelque chose qu'on appelle la théorie de la modernisation, parce qu'un monsieur, un économiste américain, dans les années 50, a observé, il a fait des régressions statistiques. Et qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé que les pays commencent à se démocratiser à partir, si ma mémoire est bonne, un PNB de plus de 4 000 $ par habitant. Et donc il a fait cette observation qui était une observation, c'est-à-dire il a décrit un phénomène. Ce phénomène, donc cette observation, donc cette attitude descriptive est devenue une attitude prescriptive. C'est-à-dire que beaucoup de régimes en ont tiré la conséquence que pour avoir la démocratisation, il faut arriver à 4 000 $. Donc comment arriver à 4 000 $? Et arriver à 4 000 $, et cela a été théorisé, c'est par la répression de certaines libertés. Et c'est acceptable parce que c'est pour la bonne cause. Si on ne le fait pas on le fait parce que nous avons déterminé que pour atteindre la démocratisation qui est un objectif voulu, il faut passer par la croissance économique. Or, la croissance économique ne peut être produite que dans des cadres autoritaristes. Et on a parlé tout à l'heure de Huntington. Huntington est connu pour la classe de civilisation, mais Huntington a théorisé le phénomène autoritariste en utilisant la théorie de la modernisation, en disant, en fait, il parlait plutôt de l'Amérique latine, que c'était peut-être bien d'avoir des régimes militaires, parce que les régimes militaires, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réprimaient les travailleurs, les syndicats, et que donc la part de la rente économique allait en priorité au capital. Or, la croissance économique, c'est l'accumulation du capital. Donc, s'il y a accumulation du capital, il y a investissement. S'il y a investissement, il y a classe moyenne. S'il y a classe moyenne, il y a démocratie. Donc, c'est bien de taper sur le syndicaliste au début, pour dire les choses.